Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal sur Radio Afrique Unie, l'actualité régionale et internationale, la politique, sécurité, économie, société, culture et initiatives qui font avancer l'Afrique, c'est ici. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Français. Radio Afrique Unie, le journal Jimmy Choukrani. Au sommaire de ce journal, en République démocratique du Congo, une nouvelle attaque des ADF en province de l'Ituri fait plus de 20 morts et plonge des civils dans la fuite, plusieurs autres enlevés, des destructions importantes. La société civile blâme les autorités. Elle n'est pas contrôlée, je le dis encore, la zone n'est pas bien contrôlée par nos forces. La population ne savent pas par où passer. Il y a, depuis le 11, on peut dénombrer déjà 4 attaques des EDF. Donc, c'est pour dire que dans différents villages, c'est pour dire que la situation elle est chaotique. Au Nigeria, la ville de Maïdougouro est de nouveau frappée par des violences. Une série d'attentats suicides a fait au moins 33 morts et plus d'une centaine de blessés selon les autorités locales. L'administration américaine a convié la République démocratique du Congo et le Rwanda à de nouvelles discussions à Washington dans une tentative de relancer un accord de paix signé l'an dernier, mais jugé jusqu'ici peu concluant. Et c'est tout pour les sommaires, bienvenue dans les détails. Au Burundi, le gouvernement condamne fermement le comportement de certains de ses ressortissants établis à l'étranger. Le ministre de la Coopération internationale dénonce des cas de Burundais en Corée du Sud et en Serbie accusés d'avoir volontairement détruit leur passeport dans le but d'obtenir le statut de réfugié. Dans son adresse à la presse à Bujumbura la semaine dernière, le ministre burundais des Affaires étrangères Edouard Bizimana a qualifié ces actes d'humiliation pour la nation burundaise et contraire aux principes du droit international. Reportage signé Antedi Achille Niragira. La République unie de Tanzanie est l'une des destinations des jeunes burundais à la recherche d'emploi. Ils s'y rendent pour travailler notamment dans les travaux champêtres, une activité majoritairement exercée par des ressortissants des provinces frontalières. Cet exode dure depuis plusieurs années. Des contrats d'échange de main-d'œuvre existent entre le Burundi et la Tanzanie, mais l'autorisation du travail n'est valable que pour une partie du territoire tanzanien. La violation de cette autorisation peut conduire à l'emprisonnement. Cette année, environ 4000 Burundais seraient emprisonnés en Tanzanie, explique Edouard Bizimana, ministre burundais des Affaires étrangères. Nous sommes en négociation pour voir si cette autorisation de travail peut être valable pour plusieurs provinces ou dans tout le pays. Nous allons nous entendre avec les Tanzaniens, mais ils nous ont déjà promis de libérer ces détenus. La Corée du Sud et la Serbie ont également accueilli des Burundais en quête d'emploi. À leur arrivée dans ces pays, certains auraient décidé de changer de destination en déchirant ou en jetant leur passeport afin de se faire passer pour des demandeurs d'asile. Un comportement que dénonce Edouard Bizimana, ministre burundais des Affaires étrangères. Nous avons 140 passeports de Burundais qui sont allés en Serbie et en Corée du Sud et qui les ont jetés à la poubelle. Cela a de graves conséquences parce que lorsqu'ils décident d'y aller pour travailler ou étudier et qu'à la fin ils changent de destination illégalement, cela impacte le pays de destination et le nôtre aussi. Le Burundi invite ses ressortissants se rendant à l'étranger à faire preuve de patriotisme et à défendre l'honneur de leur nation. Le taux de chômage des jeunes au Burundi reste officiellement faible. Il est estimé à environ 4,7% entre 15 et 24 ans, tandis que le taux global se situe entre 1 et 3%. Toutefois, de nombreux jeunes travaillent dans l'informel et dans des conditions précaires, ce qui traduit un fort sous-emploi touchant plus de la moitié des travailleurs. Antedi Achille Niragira, Afrique Unie Radio, Bujumbura.
À la suite des sanctions imposées par les États-Unis contre les forces de défense du Rwanda RDF et 4 de leurs généraux début du mois, accusés de soutenir le M23 dans le conflit en cours à l'est de la République démocratique du Congo, les inquiétudes émergent quant à la capacité du Rwanda et de ses alliés à poursuivre certaines opérations de stabilisation au Mozambique. Ces restrictions décidées par le département du Trésor américain pourraient en effet affecter les efforts sécuritaires en cours. Elisabeth Hassan. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a averti que le Rwanda pourrait retirer ses troupes engagées dans les opérations de lutte contre le terrorisme dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, en l'absence d'un soutien durable pour poursuivre cette mission. Nous avons accompli un travail considérable. Les populations civiles sont retournées chez elles, les élèves ont repris le chemin de l'école, les activités économiques ont redémarré, d'importants investissements dans le secteur gazier ont repris, les entreprises ont recommencé à fonctionner. Tout cela a été rendu possible grâce à la coopération entre les forces rwandaises et mozambicaines. Le chef de la diplomatie rwandaise a également souligné que la communauté internationale exerce une pression croissante sur les forces engagées dans cette opération, une situation qui, selon lui, risque de compromettre les efforts de restauration de la paix et de la sécurité pour le Mozambique. Nous rappelons que le Rwanda a consenti un effort considérable en mobilisant des ressources financières bien supérieures, plus de 10 fois à celles reçues de l'Union européenne, et que nous avons perdu des soldats sur terrain pour stabiliser cette région. Dans ces conditions, il est difficile de poursuivre ces opérations tout en étant constamment critiqué, sanctionné et soumis à des pressions. Pour notre part, la coopération entre le Mozambique et le Rwanda se poursuit. Il est toutefois évident que cette collaboration pourrait être affectée par l'attitude des pays qui nous imposent des sanctions. Des experts des Nations Unies ainsi que la RDC et plusieurs autres occidentaux accusent le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 en lui fournissant des troupes, du matériel et un appui stratégique. Kigali rejette ces accusations, affirmant agir dans le cadre de mesures de défense. À la suite des sanctions américaines annoncées ce mois-ci, le président rwandais Paul Kagame a déclaré devant des diplomates à Kigali que, compte tenu de l'histoire et de la situation géographique du pays, le Rwanda a toujours besoin de garanties sécuritaires pour assurer sa protection. Au Soudan, les autorités appellent les organisations humanitaires à fournir une aide d'urgence à la ville d'Abiyaman après une attaque meurtrière survenue plus tôt ce mois-ci. Selon des responsables, des dizaines d'assaillants armés ont tué au moins 169 personnes. Une évaluation indique par ailleurs que la quasi-totalité des habitations dans la zone a été détruite. Reportage Bening Mugisha. Les petites entreprises s'appuient également de plus en plus sur des échanges informels, une pratique qui perdure depuis un certain temps dans les zones contrôlées par les rebelles du RSF, comme l'explique un habitant de l'Abiyaman. Ce système informel a remplacé une partie de l'économie formelle, surtout dans les zones sous contrôle des milices RSF. La Banque centrale n'a pas interrompu la circulation de la monnaie dans les zones afin de permettre au marché de continuer à fonctionner, notamment pour les populations bloquées. Le gouvernement envisage d'étudier certaines mesures à l'avenir, comme le remplacement de la monnaie et la réorganisation des marchés. Le carburant arrive dans les zones par la voie des transports non officiels et le prix des denrées alimentaires varie quotidiennement selon la disponibilité et le problème logistique. Un habitant de la place explique que le coût de la vie est devenu très cher, des taxes au point de contrôle et les fluctuations fréquentes des prix du carburant rendant le commerce difficile à gérer.
Radio Afrique Unie, le journal Jimmy Choukrani. Au Nigeria, la ville de Maïdougouri est de nouveau frappée par la violence. Une série d'attentats suicides a fait au moins 23 morts et plus d'une centaine de blessés selon les autorités locales. Ces attaques attribuées à des kamikazes interviennent dans un contexte de recrudescence des violences dans le nord-est du pays, une région déjà meurtrie par plus d'une décennie d'insurrection djihadiste. Elisabeth Hassen, reportage. D'après la police de l'État de Borno State, les attaques se sont produites lundi soir. Les premières investigations pointent vers l'implication de kamikazes. Le porte-parole de la police, Naoum Kenneth Dasso, a confirmé un bilan provisoire de 23 morts et 108 blessés, certains dans un état grave. Ces explosions surviennent moins de 24 heures après une attaque contre un poste militaire dans une banlieue de la ville, à proximité de l'aéroport. Sur place, des témoins décrivent des scènes de chaos avec des dizaines de blessés affluant vers les hôpitaux et plusieurs corps alignés à l'extérieur des structures de santé. Les autorités assurent que la situation est désormais sous contrôle avec un renforcement du dispositif sécuritaire dans la ville et ses environs. Mais cette nouvelle vague de violence marque un net regain d'insécurité dans une région qui avait connu un relatif apaisement ces dernières années. Ancien épicentre de l'insurrection djihadiste au milieu des années 2010, Maïdougouri était redevenu plus stable malgré la persistance d'attaques dans les zones rurales environnantes. Ces derniers mois, toutefois, les groupes armés ont intensifié leurs opérations, notamment par des attaques coordonnées contre des bases militaires ayant récemment fait plusieurs victimes parmi les soldats. Depuis 2009, le conflit dans le nord-est du Nigeria, mené principalement par Boko Haram et sa bande rivale Islamic State West Africa Province, a causé la mort de plus de 40 000 personnes et déplacé près de 2 millions d'habitants selon les Nations Unies. Face à cette recrudescence des violences, les États-Unis ont récemment annoncé le déploiement de 200 militaires pour appuyer les forces nigérianes dans la lutte contre les groupes djihadistes. Et parlons diplomatie dans ce journal. L'administration américaine a convié la République démocratique du Congo et le Rwanda à de nouvelles discussions à Washington, dans une tentative de relancer un accord de paix signé l'an dernier, mais jugé jusqu'ici peu concluant. Selon The African Report, un média qui rapporte cette information, des hauts responsables des deux pays sont attendus cette semaine dans la capitale américaine, alors que les tensions restent vives dans l'est de la RDC. Et cette initiative intervient dans un contexte diplomatique tendu. Les États-Unis ont récemment imposé des sanctions contre les responsables de l'armée rwandaise, accusés de soutenir le M23 qui contrôle une importante partie dans l'est de la RDC. Si la liste officielle des participants n'a pas été confirmée, plusieurs noms circulent. Côté rwandais, Mauro De Lorenzo, conseiller principal du président Paul Kagame, ainsi que le brigadier général Patrick Karuretwa, chargé de la coopération internationale au sein de l'armée, sont pressentis. Du côté congolais, Patrick Louabea, envoyé spécial du président Félix Tshisekedi, pourrait représenter Kinshasa. Les discussions seront pilotées par les responsables du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, en coordination avec le département d'État américain, notamment le bureau en charge des affaires africaines. Malgré les efforts diplomatiques, l'efficacité de ce nouveau cycle de pourparlers reste incertaine alors que les violences persistent sur le terrain. Radio Afrique Unie, le journal Jimmy Choukrani. Je vous l'ai dit au sommaire, dans l'est de la République démocratique du Congo, la violence persiste malgré les opérations militaires en cours. Une nouvelle attaque meurtrière attribuée aux rebelles de ADF dans les territoires de Mambasa en province de l'Ituri illustre l'ampleur de l'insécurité avec un bilan en hausse de plus de 20 personnes tuées, plusieurs autres enlevées, des destructions importantes et des populations contraintes de fuir. Selon la société civile de l'Ituri, ceci explique le manque de sérieuxité dans l'affaire sécuritaire pour les autorités militaires et politiques en République démocratique du Congo. Au téléphone, je suis avec Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile, force vive de la province de l'Ituri. Il y a eu encore de nouvelles attaques sur le village Babessoa, situé à environ 12 km de Gaïdo. Et ce village se situe sur la RN4, à chefferie de Bandaka.
plusieurs personnes, une dizaine de personnes ont été massacrées, des maisons détruites à Tandié même, et de véhicules incendiés. Plusieurs populations à ce moment se trouvent concentrées à Badegaïdo et même vers Mambasa parce qu'ils ne savent pas où aller. Nous allons vous dire également que toujours dans la nuit d'aujourd'hui, donc dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il y a eu également la population de Wallace et ceux qui ont été pris à cible par EDF, où ils ont apporté avec plusieurs personnes, parmi eux même les chefs, des chefs locaux a été apporté. La situation humanitaire à ce moment-là se pose avec cruauté, mais aussi ce que nous craignons, c'est que Babessoua, c'est vraiment au cœur de la RFO. De là, c'est-à-dire, ils vont se diffuser partout dans la RFO. Vous savez, c'est une réserve riche au capi, une espèce rare au monde. Et on a peur qu'ils puissent les détruire, les tuer. Nous craignons également la présence maintenant des ADF qui vont s'étendre dans la province du nord de la Chopo et de Haut-Ouélé. Si l'État congolais ne peut pas s'activer maintenant pour arrêter leur progression, demain, il sera très difficile de les contrôler parce que là, c'est la grande forêt, presque la forêt équatoriale. Donc, il y a lieu que l'État congolais alors s'intéresse à la situation de sécurité de l'Ituri aussi parce qu'on est en train de s'attirer comme si tout le monde pense qu'il y a problème au nord, qui veut au sud, qui veut en Ituri, il n'y a pas de problème. Quelle portée vous donnez à cette unième attaque des ADF dans cette partie de l'Est de la RDC aujourd'hui confrontée par l'insécurité, Président? Nous disons que la situation est grave. Elle est grave parce que la population civile est en train d'être fauchée, tuée inutilement. La mesure de retraite que nous attendons du gouvernement ne semble pas être proportionnée à l'attaque. Donc, si l'État ne prend pas au sérieux cette situation, nous allons perdre le contrôle total sur ce territoire. Et puis, je vous l'ai dit que c'est un territoire qui est en communication avec Haut-Ouélé et avec la Chopo. Donc, ce sera une voie de propagation, donc de prolifération des actions de massacre dans ces deux provinces également. Depuis le début de l'année 2026, plusieurs attaques ont été enregistrées, perpétrées en grande partie par les ADF. Aujourd'hui, pouvons estimer c'est la 40e attaque depuis le début de cette année. Ce qui est vrai, il y en a plusieurs. Il n'y a pas longtemps que le gouvernement rassurait la population d'avoir dispersé et déloger les ennemis EDF de là où ils étaient, dans la chefferie de Wallace-Caro. Mais voilà, les verses, c'est ce que nous vivons maintenant et ça fait mal. Le lieu du drame, pas de services de sécurité qui sont pour déjouer ces attaques des EDF? Sur le lieu où l'attaque a eu lieu hier, il y avait les éco-gardes de la RFO. Parmi eux aussi, il y en a qui sont tombés. Et plusieurs positions aussi des éco-gardes ont été attaquées hier dans la chefferie toujours, dans le territoire de Mambasa, à chefferie de Bandaka et chefferie de Wallace-DC. Donc la situation, elle est mauvaise. Et le gouvernement doit vraiment déployer des militaires si on veut restaurer la paix dans l'ensemble des territoires de Mambasa. Il y a l'opération FRDC-UPDF qui se déroule dans le nord Kivu. Comment est-ce que les opérations se passent dans votre parti? En principe, cette opération devait avoir lieu à Ituri. Aussi parce qu'il n'y a pas longtemps que le gouvernement a revendiqué d'avoir mis à déroute l'ennemi ensemble avec la coalition de UPDF. Mais curieusement, on ne le sait pas maintenant depuis qu'ils ont fait les 3 dernières attaques ou 4 dernières attaques. On ne sait pas les 2 équipes. Donc la force coalisée ensemble et travailler.
Et ça nous inquiète davantage parce qu'ils pouvaient constituer un appui au FARDC. Quelle est la situation sécuritaire pour l'instant? Elle n'est pas contrôlée, je l'ai dit encore, la zone n'est pas bien contrôlée par nos forces. La population ne savent pas par où passer. Il y a, depuis le 11, on peut dénombrer déjà 4 attaques des EDF. Donc, c'est pour dire que dans différents villages, c'est pour dire que la situation elle est chaotique. Monsieur le syndicat, je rappelle que vous êtes acteur de la société civile en province de l'Ituri, à l'est de la RDC. Nous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce journal sur Radio Afrique Unie. Merci à vous de l'avoir suivi et l'actualité continue sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Français.